Bonjour à vous, mes hockey fans. Nous sommes de retour pour un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque aux Maple Leafs de Toronto. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous annoncer que nous avons un spécial de la rentrée pour les casquettes Hockey Fan 514 qui sont disponibles au montant de 18$ si vous êtes capable de vous rendre à Zone Collection de Saint-Hyacinthe. Sinon, on peut s'arranger aussi pour Zone Collection de Longueuil. Vous avez juste à m'écrire en privé sur Instagram, puis on va s'arranger pour que j'amène la casquette là-bas. Mais elles sont disponibles au lieu de 28,99$ au montant de 18$. Alors, c'est en quantité limitée si vous êtes capable de vous rendre chez Zone Collection spéciale de la rentrée casquette Hockey Fan 514. Maintenant, pour ce qui est de la saison 2023-2024 des Maple Leafs de Toronto, ben, ce qu'on doit dire, c'est que sur un point de vue statistique, on a connu une très belle saison du côté de Toronto, honnêtement. Puis finalement, on a réussi à passer la première ronde. Ça fait du bien quand même, là, parce que bon, on se rappelle 2021, finale de la Coupe Stanley canadien contre le Lightning de Tampa Bay. Le fait que le Lightning de Tampa Bay, ben en fait, c'était le Lightning contre Toronto en première ronde. Le fait que le Lightning de Tampa Bay a été sorti par Toronto, c'était comme, c'était comme une roche dans le soulier, un peu dérangeante, mais que finalement on était bien content pareil. Fait que ça fait du bien de voir le Lightning de Tampa Bay se faire sortir en première ronde par une équipe qui n'avait pas réussi à passer la première ronde depuis la saison 2003-2004. Alors du côté de Toronto, on a réussi à enlever, je pense que l'expression anglophone c'est monkey on the shoulder ou quelque chose comme ça. On a réussi à enlever notre singe sur l'épaule et on a réussi à se défaire de cette malédiction-là qui nous empêchait de passer en première ronde des séries éliminatoires. Mais c'est quand même pas étranger aux performances des gros canons des Leafs de Toronto parce que par les saisons passées, on reprochait à des gars comme Mitch Marner et Austin Matthews de ne pas être capable de produire en séries éliminatoires. Dans le cas de Mitch Marner, c'est quand même 14 points en 11 matchs en séries éliminatoires. Dans le cas de Austin Matthews, c'est 11 points en 11 matchs en séries éliminatoires. Bien entendu, Nylander, qui lui, généralement, s'en sort toujours bien en série. 10 points en 11 matchs la saison dernière en séries éliminatoires pour ce qui est de Nylander. Donc, on a connu quand même des bonnes séries sur un certain point de vue. Mais on a peut-être un peu attisé la bête avec les partisans de Toronto qui clamaient dans les rues We want Florida. Donc, évidemment, les Panthers de la Floride se présentent dans une série contre les Leafs de Toronto. Ils se présentent dans une série en tant que underdog assumé. Là. On le sait qu'on nous prend de haut. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment pas la bonne façon pour une organisation de commencer une série éliminatoire. Résultat, Sergei Bobrovski a gaulé sa tête, là, ça n'avait aucun sens. Il a été ultra performant jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Mais en tout cas, bref, on s'est fait sortir finalement par une équipe qui s'est vraiment sentie comme attaquée par, disons, la façon qu'on les voyait. On se voyait très supérieur du côté de Toronto. Mais force est d'admettre, c'est que l'organisation de Toronto était une organisation très solide en saison régulière. Là. Puis on avait réussi à passer la première ronde finalement. Donc ça fait du bien. C'est sûr qu'on jouait contre une équipe qui avait joué beaucoup de hockey dans les dernières saisons, mais ça, on a passé la première ronde. Bon, bah, là, pendant la saison morte, on a vu Carl Dubas qui a décidé de quitter le navire. Dans le cas de Carl Dubas, on mentionnait comme quoi on trouvait que Brendan Shanahan liait les mains puis qui empêchait de prendre certaines décisions. Fait que Carl Dubas a voulu avoir comme plus de liberté ailleurs et c'est la raison pour laquelle il est parti du côté de Pittsburgh. On a embauché Brad Treliving. Brad Treliving, il nous arrive de Calgary. Écoute, ça n'a pas été plus vargeux. Fait que c'est 4,30 sous pour une pièce. Pour moi, là, selon moi, c'est 4,30 sous pour une pièce. À la limite, peut-être qu'on a choisi un directeur général qui va se sentir moins fâché d'être plus restreint dans ses prises de décision. Mais sinon, c'est pas vraiment. Il n'y aura pas de changement de mentalité, selon moi. Puis on n'a pas nécessairement un DG qui est. Quand même, un DG qui a été audacieux dans ses transactions passées, mais en tout cas, pour moi, ça revient pas mal du pareil au même. En termes d'entraîneur-chef, on revient avec Sheldon Keefe. Puis là, un point que je dois quand même donner à l'organisation de Toronto, c'est que les statistiques défensives se sont grandement améliorées. Et ça, je trouve ça intéressant. Et ça faisait très, 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 très longtemps que du côté de Toronto, on n'avait pas une main pleine au niveau du poste des gardiens de but. Et cette année, c'est très intéressant ce qu'on a du côté des gardiens de but. Puis on a même réussi à faire nos preuves à Toronto. C'est pas des gardiens de but nécessairement qui viennent d'ailleurs. C'est sûr que dans le cas de Martin Jones, il arrive d'ailleurs, mais c'est des gardiens de but qu'on a vus à Toronto.
Fait que c'est vraiment intéressant et ça fait longtemps que j'avais pas vu Toronto avoir une position de gardien quand même assez solide. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Pour la saison 2022-2023, les Maple Leafs de Toronto, c'est 50 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation. Donc 50 victoires pour 32 défaites. Un total de 111 points. On a terminé au quatrième rang de la conférence de l'Est et au quatrième rang de la Ligue nationale. J'ai vu des gens qui aimaient cinquième au niveau de la Ligue nationale. Écoutez, ils ont fini avec 111 points, égal avec Vegas. Là. Fait que 4 ou 5e, OK? 4 ou 5e. Au final, on participe aux séries éliminatoires. On réussit à passer la première ronde. Yes! Et on se fait éliminer en deuxième ronde. Par les Panthers de la Floride dans un total de 5 matchs. Donc on a gagné une petite victoire en deuxième ronde, mais quand même, on a réussi à passer la première ronde. On a une moyenne de buts marqués de 3,39 du côté de Toronto, ce qui représente la 9e meilleure attaque de la Ligue nationale, une moyenne de buts encaissés de 2,68, la 7e meilleure défensive de la Ligue nationale. C'est là-dessus que c'est impressionnant. C'est une équipe qu'on connaît comme étant très offensive, mais quand même, on a réussi à performer à ce niveau-là. Alors ça, c'est très intéressant. Un avantage numérique à 26%. On est deuxième dans la Ligue, là, mais soyons francs, c'est de l'élite en termes d'avantage numérique parce que les Oilers étaient genre à 34%. C'était ridicule comment ils étaient efficaces en avantage numérique. Ils ont battu un record d'ailleurs de l'histoire de la Ligue en termes de pourcentage d'efficacité en avantage numérique, les Oilers d'Edmonton. Fait que disons que Toronto sont un peu plus dans la norme, mais sont quand même dans l'élite en termes d'avantage numérique. Deuxième au total. 81,9 en termes de désavantage numérique, quand même 12e au niveau de la Ligue nationale. C'est pas mauvais. Le meilleur en termes de buts, ou enfin les meilleurs en termes de buts marqués la saison dernière, ont été Nylander ainsi que Matthews. Les deux ont marqué 40 buts. Dans le cas de Nylander, c'est bon. Dans le cas de Matthews, c'est décevant. Parce qu'on sait qu'il est capable de faire plus dans le cas d'Austin Matthews. Le meilleur pointeur a été Mitch Marner avec un total de 99 points. Du côté de Mitch Marner, ben, on a fait meilleure saison en carrière, tout simplement. Meilleure saison en carrière pour ce qui est de Mitch Marner. Un total de 30 buts, 69 passes pour 99 points. Dans le cas de William Nylander, en fait, on a battu tous nos sommets personnels. Dans le cas de William Nylander, c'est un sommet personnel en termes de buts, d'assists ainsi que de points. Donc 40 buts, 47 passes et 87 points. Fait que franchement, une saison très solide pour William Nylander et une saison pas mauvaise, on va dire, pour Matthews. C'est 85 points, 74 matchs, on peut dire pas mauvais. C'est qu'il est vraiment bon. Le meilleur défenseur a été Riley pour sa part. Morgan Riley, c'est une saison sensiblement dans ses standards. Quarantaine de points, c'est sensiblement dans ses standards, mais on était solide en séries éliminatoires par contre du côté de Morgan Riley. En saison régulière, Morgan Riley, c'est 65 matchs, 41 points, moins 9 en termes de différentiel plus moins. En séries éliminatoires, on a été vraiment solide. Là. 11 matchs, 12 points plus 11 pour Morgan Riley. Tu sais, quand je vous dis les canons se sont levés en séries éliminatoires, les canons se sont levés en séries éliminatoires. On n'a pas trouvé la réponse à Bobrovski, mais les canons se sont levés en séries éliminatoires. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour aller voir les articles, pour aller voir les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Maple Leafs de Toronto. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a 3 espoirs qui pourraient très bien percer l'alignement dès cette saison. Du côté de Toronto, on va en voir peut-être un petit peu plus 2, mais sinon, on a un total de 3 espoirs qui peuvent atteindre la LNH dès cette saison du côté des Maple Leafs de Toronto. C'est un texte qui est disponible sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Maple Leafs de Toronto. Alors, on va commencer par le premier espoir ici qu'on a eu la chance de voir un petit peu au niveau de la Ligue nationale la saison dernière. Je parle de Matthew Knies, un ailier gauche de 20 ans, soit deuxième ronde en 2021. Il a évolué au niveau de la NCAA la saison dernière. En 36 matchs, il a 21 buts, 30 passes pour 41 points. Évidemment, on parle d'un joueur ici qui est un joueur avec un côté offensif intéressant. En fin de saison, il est venu jouer quelques matchs avec les Leafs de Toronto, 3 matchs et 1 point. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est une passe qu'il avait faite pour ce qui est de Matthew Knies en fin de saison. Du côté de Matthew Knies, on parle d'un joueur qui a une excellente vitesse, qui est fort au niveau de l'échec avant et qui a un œil offensif très intéressant. C'est un gars qu'on pourrait avoir dans notre top 6 dès cette saison. Puis en plus, avec le fait qu'il aime jouer physique, il ne devrait pas avoir de difficulté à s'adapter au niveau de la LNH. Là, ici, on a un espoir que j'affectionne particulièrement, mais que si vous êtes comme moi, fan du Rocket de Laval, vous avez peut-être une petite graine sur le cœur contre lui parce qu'il a été dominant dans la Ligue américaine. Je parle ici du gardien de but Joseph Woll, un gardien de but de 25 ans, choix de 3e ronde en 2016, qui a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. Pour ce qui est de Wolves, dans la Ligue américaine, c'est 21 matchs, 2,33 de moyenne et 927 d'efficacité. Il a été dominant au niveau de la Ligue américaine. C'est pas, il n'a pas joué la saison complète, là, fait que Wolf a remporté quand même le trophée du meilleur gardien, mais il aurait été en liste assurément qu'il aurait été en liste pour les meilleurs gardiens parce que c'est ça, il a été très dominant et en plus, quand il a été rappelé dans la LNH, il a été dominant. Dans le cas de Joseph Woll, on parle
parle quand même d'un gardien de but à gros gabarit, le 6 pieds 3, 205 livres. C'est un gars qui a une bonne technique et qui a vraiment dominé au niveau de la Ligue américaine et qui a très bien paru non seulement en saison régulière et en séries éliminatoires du côté de Toronto. Et ça, c'est un nom à suivre. Joseph Woll. Par la suite, on va y aller avec le troisième espoir. C'est Nicolas Robertson, ou Nicholas, I guess, anglophone. Nicholas Robertson, un ailier gauche de 22 ans, choix de deuxième ronde en 2019 pour ce qui est de Robertson. Je ne donnerai pas plus de détails pour lui. Il a joué une saison écourtée la saison passée. Seulement 15 matchs du côté de Toronto pour ce qui est de Robertson. Mais il y a eu une épaule. Une blessure au niveau de l'épaule, il y a eu une opération qui a mis fin à sa saison pour ce qui est de Robertson. Mais pour plus de détails sur cet espoir-là et pour voir les deux autres espoirs, le texte Les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH et Maple Leafs de Toronto est disponible sur le site alacoupe.ca. Également, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour télécharger la toute première édition du dossier pré-saison à la coupe, pré-saison LNH à la coupe. Donc, vous allez avoir l'aperçu des 32 organisations avec les espoirs les plus proches pour toutes les organisations. Alors, tout ça en un seul clic, c'est gratuit. Le dossier pré-saison LNH à la coupe, première édition, disponible en téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca. Maintenant, on va y aller au niveau de l'alignement. Donc, évidemment, il y a eu des changements qui ont été faits. Donc, ça peut chier un peu au niveau de la chimie. Mais bon, on va essayer quand même certaines petites choses. Les noms qui sont en rouge, c'est des nouveaux joueurs qu'on a acquis pendant la saison morte du côté de Toronto. Les noms qui sont en vert, c'est en fait des espoirs qui pourraient intégrer l'alignement sur une base régulière dès cette saison du côté de Toronto. Et les noms qui sont en bleu, c'est des gars qu'on connaît déjà du côté de Toronto. Bon. Au niveau de ma première ligne, évidemment, moi j'ai été avec Matthews Marner parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble, ça va bien, les deux gars se complètent, puis on a des bonnes productions offensives. Puis là, on a été chercher ici Tyler Bertuzzi. Dans le cas de Bertuzzi, c'est un joueur qui est capable d'avoir un côté offensif, qui est dérangeant et qui amène un aspect physique. Et ça, ça peut être intéressant. Entre autres, en séries éliminatoires, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de joueur-là dans ton organisation. La saison dernière, pour ce qui est de Bertuzzi, du côté de Boston, c'est un total de 30 points en 50 matchs que je fais jouer ici avec Austin Matthews, 85 points en 74 matchs la saison dernière. Un peu moins de buts que par le passé du côté de Matthews, mais quand même pas une mauvaise saison au niveau de la production offensive. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a steppé aussi en séries éliminatoires. Ça, c'était important que nos gros noms step en séries éliminatoires. Fait que, bref, il était présent et Mitch Marner, sensiblement la même chose aussi, step en séries éliminatoires. Dans le cas de Mitch Marner, 99 points en 80 matchs la saison dernière, à un petit point d'avoir le 100. Une excellente saison. Mitch Marner, ce qui est intéressant aussi, il est utilisé en avantage numérique, en désavantage numérique. Il fait un peu de tout, là. Fait que c'est un joueur à marquer qui se blesse pas trop. On est chanceux du côté de Toronto d'avoir Mitch Marner. En termes de deuxième ligne, cette fois-ci, j'y étais avec Matthew Nyes, que je vous ai parlé un petit peu. Dans le cas de Matthew Nyes, lui, il a joué 3 matchs la saison dernière au niveau de la Ligue nationale. C'est 1 point en 3 matchs, mais comme je vous dis, c'est un joueur qui est capable de jouer physique avec une bonne vitesse, donc on a les éléments pour jouer dans la LNH. Et il y a un côté offensif intéressant. C'est la raison pour laquelle moi, je le mets dans mon top 6 avant de mettre un Lafferty dans mon top 6. Et dans le cas de Robertson, il a manqué presque toute la saison l'année dernière, donc je ne veux pas le mettre dans mon top 6 tout de suite. Que je vais jouer ici avec notre vétéran et capitaine John Tavares, 80 points en 80 matchs, une bonne saison au niveau de la production offensive. C'est un gars qu'on connaît déjà très bien au niveau de la LNH, un bon leader, c'est un gars qui est à sa place et est capable d'être responsable dans toutes les zones. Et qu'on fait jouer avec William Nylander, 87 points en 82 matchs pour ce qui est de Nylander. Une excellente saison sur un point de vue offensif pour lui. 87 points en 82 matchs. C'est une production que je qualifierais peut-être au-dessus de ce qu'on peut souhaiter ou qu'on peut attendre de Nylander. Mais tu sais, quand tu as deux gars qui font 80 points sur ta deuxième ligne, je pense que tu es bien parti. Puis Naz, il devrait être capable de bénéficier de ça. Parce que veux pas, si ta ligne produit beaucoup, ça va être à son avantage à lui. Puis de le faire jouer avec des gars qui sont expérimentés, dans le cas de Nylander, 27 ans, dans le cas de Tavares, 33 ans, je trouve ça intéressant. Naz, lui, est âgé de 20 ans. Maintenant, en termes de troisième ligne, j'y vais avec Lafferty, 27 points, 70 matchs la saison dernière. Je vois peut-être un petit peu plus de profondeur. Donc, on va faire jouer ici avec Max Domi. Puis ça, c'est intéressant parce que là, ça nous donne une ligne de centre qui est capable de produire offensivement. Max Domi, 56 points, 80 matchs du côté de Dallas la saison dernière. On le connaît bien à Montréal puisqu'il a déjà joué pour nous. Mais c'est un gars qui est capable d'apporter une touche offensive. Sur un troisième trio, je pense que c'est sa place. Des fois, par contre, il y a peut-être un peu de difficulté avec sa gestion de caractère. Ça, c'est un autre sujet. Mais il reste que c'est un gars qui est capable d'apporter un petit quelque chose d'offensif.
de ta troisième ligne, c'est toujours un bonus là, quand on t'apporte un petit quelque chose d'offensif. Que je fais jouer avec John Kruk, dans son cas à lui, c'est 39 points en 73 matchs la saison dernière du côté de Toronto. En termes de quatrième ligne, eh bien là, j'y vais avec Nicholas Robertson, 15 matchs la saison dernière du côté de Toronto, 5 points. Pour plus de détails sur cet espoir-là, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Leafs de Toronto. Que fait jouer ici avec le joueur de centre Kempf, 27 points en 80 matchs la saison dernière, et Ryan Reeves, qu'on a acquis pendant la saison morte, 15 points en 73 matchs, un joueur essentiellement d'énergie avec une bonne attitude. Reeves a évolué du côté du Minnesota la saison dernière. En termes de scratch, j'y vais avec Holmberg. Au niveau des pairings de défenseurs, ben là, on a fait une acquisition quand même qui peut être intéressante, John Klingberg. John Klingberg, c'est un vétéran de 31 ans qui évoluait du côté du Minnesota la saison dernière, mais sinon il a joué aussi à Anaheim et Dallas. C'est un défenseur qui ne joue généralement pas des saisons complètes. Il se blesse. Okay? Donc, il devrait se blesser encore cette année. Mais c'est un gars qui peut, s'il joue beaucoup de matchs, s'avoisiner à une cinquantaine de points saison. Ce qui serait intéressant parce qu'à ce moment-là, on aurait une meilleure production offensive. Fait que c'est une belle acquisition, un joueur d'expérience. Notre équipe est dans son prime. On intègre des jeunes. Tu sais, il y a une belle. Comment je dirais ça? Il y a un beau mix. Il y a un beau mix du côté de Toronto qui fait que c'est intéressant ce qui se passe de ce côté-là. En termes de premier pairing, bien évidemment, on va y aller avec Riley. Dans son cas, lui, 41 points, 65 matchs la saison dernière. C'est lui qui a été le meilleur pointeur au niveau des défenseurs la saison dernière. Puis quand même de loin, là, fait que je pense qu'il mérite son poste de premier défenseur gauche. Que je fais jouer ici avec TJ Brody, c'est 14 points en 58 matchs la saison dernière. Ils se connaissent bien les deux gars, sont habitués de jouer ensemble, fait qu'on ne change pas ça. En termes de deuxième paire, j'y vais avec McCabe, 25 points en 76 matchs que je fais jouer avec mon nouveau venu John Klingberg, 33 points en 67 matchs pour ce qui est de Klingberg. Évidemment, s'il est utilisé en avantage numérique, ça va probablement l'aider au niveau de la production offensive Klingberg, donc peut-être que ses statistiques offensives vont s'améliorer tant qu'il reste en santé, surtout c'est ça qui est important. En termes de troisième paire, j'y vais avec le très vétéran 39 ans pour ce qui est de Giordano, c'est 24 points quand même en 78 matchs. C'est sûr, on n'est plus au stade de faire 70 points en 70 matchs, là, mais quand même, je veux dire, une vingtaine de points, ça se prend bien. Un défenseur qui est un défenseur très responsable défensivement, fort physiquement, puis qui a du leadership. Fait que c'est ce qu'on veut en séries éliminatoires, des gars qui ont du leadership, ben là, on en a. Parce que Giordano, c'est un gars qui a du leadership. Et par la suite, on a Lindgren, en tout cas, je pense que ça se prononce Lindgren, mais je ne suis pas certain. Dans le cas de Lindgren, c'est 67 matchs la saison dernière du côté de Toronto, 18 points. C'est un défenseur qui est capable de provoquer un petit peu. Un petit peu, mais un défenseur essentiellement de profondeur. Et en termes de scratch, on y va avec Connor Timmins, 25 ans pour sa part. Dans le cas de Timmins, c'est un sixième défenseur, septième défenseur, je vous dirais. C'est un défenseur qui a été acquis pendant la saison l'année passée, puis il a quand même bien fait avec Toronto. Fait que je suis assez optimiste qu'il va commencer la saison avec Toronto. Et là, c'est là où ça devient intéressant du côté de Toronto, parce que comme je vous dis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de la position de gardien de but comme étant une force chez les Leafs de Toronto. Mais il se pourrait bien que cette saison, ça soit le cas. Il se pourrait. Alors, du côté de Toronto, ben, on a fait l'acquisition la saison dernière, il me semble que c'est sa première année du côté de Toronto, de Ilya Samsonov. Bon, on se rappelle Ilya Samsonov lorsqu'il évoluait du côté de Washington, on y avait reproché son manque d'éthique de travail. Il avait été suspendu, entre autres, parce qu'il avait fait le party dans une chambre d'hôtel pendant les séries éliminatoires, puis bon. Bref, le jeune était peut-être mal encadré. C'est peut-être juste ça aussi. Fait qu'à ce moment-là, on l'a sorti de Washington, on l'a sorti de ce cadre-là, puis il a bien fait à Toronto. Donc, en 42 matchs du côté de Toronto la saison dernière, 2,33, 919 d'efficacité pour une équipe qui est clairement pas le système défensif de la Ligue, c'est excellent. Ça a été plus décevant en séries éliminatoires, par exemple. En séries éliminatoires, 9 matchs, 3,13, 898. Avec l'efficacité so-so. Mais il reste quand même qu'on parle d'un jeune gardien, là, il a genre 26 ans, si je ne fais pas erreur, là, dans son cas à lui. Exactement, 26 ans pour Ilya Samsonov. Fait que c'est un jeune gardien qui a bien fait la saison dernière. C'est un gars qui devrait revenir cette année, probablement comme partant, peut-être pas assurément, mais en tout cas probablement comme partant. Et là, en termes de deuxième gardien, j'y vais avec notre recrue ici, Joseph Woll. Joseph Woll, il a 25 ans. Okay, il y a un an de moins que Samsonov, il a beaucoup moins d'expérience au niveau de la LNH que Samsonov. Mais on a pris notre temps. Du côté de Toronto, là, on a vraiment pris notre temps pour bien le développer. Ça fait longtemps qu'on a un problème à la position de gardien de but du côté de Toronto. Fait qu'on a pris un guess voir si en sortant Samsonov de Washington, ça pouvait peut-être le stabiliser. Ça semble dire que oui.
Puis on a pris notre temps à le développer, Wall. On n'a rien brusqué. Et je pense qu'on a bien fait les choses. Parce que Wall a joué un total de 7 matchs dans la LNH la saison dernière avec Toronto. 2,16 de moyenne, 932 d'efficacité. Déjà ça, c'est excellent. Il vient de sortir d'une saison de 927 d'efficacité dans la Ligue américaine. Il arrive dans la LNH en 7 matchs, 932. En séries éliminatoires, il a été utilisé Joseph Wall. Euh, il a même volé le poste. Littéralement, il a volé le poste à Matt Murray. Matt Murray, qui était ish l'auxiliaire la saison dernière du côté de Toronto, en 26 matchs, 3,01, 903 d'efficacité. En série, pas un départ. Joseph Woll, en séries éliminatoires, 4 matchs, une moyenne de 2,43, 915 d'efficacité. Puis en 4 matchs, il y a une seule victoire. Donc, ça vous dit qu'il donne une chance à son équipe de gagner. Et c'est une équipe qui est capable de marquer des buts. Là. Fait que Joseph Woll, c'est un nom à suivre. On espère qu'il ne va pas, il va pas s'écraser cette année, mais c'est un nom à suivre qu'on a du côté de Toronto. Puis, ben, question de continuer à bien faire les choses, on a aussi embauché le vétéran Martin Jones. Dans son cas à lui, Martin Jones, je pense pas qu'il va avoir le même nombre de départs qu'il y a eu la saison dernière du côté de Seattle. Donc, 48 matchs, il ne devrait pas avoir ça cette année, là, à moins que quelque chose de dramatique arrive à nos deux premiers gardiens. Là. Mais en tout cas, donc on a Martin Jones, c'est 48 matchs du côté de Seattle la saison dernière, 2,99 de moyenne et 886 d'efficacité. À la limite, Seattle était peut-être il était intéressant défensivement quand même. Là. Il y avait une belle profondeur du côté de Seattle qui ont peut-être un petit peu moins fort du côté de Toronto. Mais bref, tout ça pour dire, c'est qu'on a quelque chose de très intéressant chez les gardiens de but en ce moment du côté de Toronto. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça du côté de Toronto. Alors ici, on a une organisation qui a bien fait au niveau des statistiques générales la saison dernière, autant au niveau offensif que défensif. C'est une organisation qui a réussi à performer en saison régulière, qui s'est débarrassée de sa malédiction de la première ronde. Puis là, on va être remonté à bloc cette année, j'en suis convaincu. Si on rentre en série, on va juste vouloir crasher au travers de la première puis de la deuxième ronde. On a des gars qui sont capables de faire plus d'un point par match en Matthews, Marner, Tavares, Nylander et tout ça, c'est dans ton top 6. Tu as deux lignes que tu as des gars qui sont capables de faire plus d'un point par match, peut-être même d'atteindre le 100 points bout de garge. Là. Fait que je pense que du côté de Toronto, ma faiblesse a pas mal tout le temps été au niveau des défenseurs et des gardiens de but. Puis là, ben, les gardiens de but semblent être capables de sauver la donne pour les défenseurs qui sont parfois peut-être un petit peu trop lousses. On va dire ça comme ça. Donc, c'est une organisation qui a été performante la saison dernière et qui, selon moi, va l'être à nouveau cette année. Ce que moi j'ai à prédire du côté de Toronto, je vous prédis pas que Toronto va en série, tout ça. Ça, là, pour moi, là, ils vont en série, point barre, c'est réglé. On passe la deuxième ronde. Let's go! Alors, d'après vous, est-ce que les Maple Leafs de Toronto vont recommencer à se faire éliminer en première ronde? Est-ce qu'ils vont être capables de passer la deuxième ronde, peut-être de se rendre dans le carré d'as? Who knows? Who knows? Who knows? En tout cas, moi, je suis optimiste pour ça. Alors, d'après vous, où les Maple Leafs de Toronto vont être capables de se rendre cette année? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de donner un petit j'aime à ma vidéo et de partager, puisque le maximum de hockey fan qu'on est le meilleur que c'est. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent pour la saison 2023-2024. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.